Ça faisait un bail, hein. Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel Axe Bio. Et oui, ça faisait longtemps, mais il est temps de reprendre les choses sérieuses. Et histoire de faire ça bien, on a décidé de rattaquer avec un poisson avec lequel vous nous avez littéralement tanné pour qu'on en parle. L'épirine lipu. Non attendez, c'est pas ça. Alors, le Véron du Languedoc, c'est pas ça non plus. La loge de Quignard, non plus, c'est pas ça. Bah merde, c'était quoi alors? La truite arc-en-ciel, ça te dit rien? Attends, on va pas parler des bassines quand même là. Attends, c'est super comme espèce, on va pas commencer à hiérarchiser. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, allons-y. Puis de toute façon, avec un beurre blanc, c'est délicieux. Ah, la truite arc-en-ciel. Franchement, s'il y a un poisson qui a fait couler beaucoup d'encre et de pixels, c'est bien celui-là. D'autres sont pas en reste, comme le silure par exemple, mais la truite arc-en-ciel, c'est vraiment le poisson qui nous divise depuis des décennies, et sur lequel on a vraiment du mal à se mettre d'accord. Au-delà de son aspect ludique et bon marché, qui font de cette espèce un bon client pour les rempoisonnements événementiels et pour toucher efficacement un public de pêcheurs débutants, certains lui reprochent tout un tas de choses, notamment quant à son impact supposé sur les populations de notre bonne vieille truite Fario. Alors on va essayer de trier le bon grain de l'ivraie pour voir ensemble ce qu'il en est vraiment. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que Fario, ça veut plus rien dire si on veut être rigoureux. Pour les détails, ça se passe ici, et pour le reste de la vidéo, je parlerai bien évidemment de truite commune. Puis tant que j'y suis, si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est super important pour nous, et l'écrasante majorité des gens qui regardent nos vidéos n'ont jamais pris le temps de cliquer. Du coup, la nuit, je pleure et ça réveille mon chat. Bref, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet et parlons un peu de ce poisson, parfois mal aimé, je suis le mal aimé. La truite arc-en-ciel, Oncorhynchus micis pour les intimes, c'est un poisson de la grande famille des salmonidés, tout comme la truite commune, les saumons évidemment, ou encore les ombles. Alors, sans rentrer dans les détails, je vous rappelle juste que la taxonomie des salmonidés, c'est-à-dire la manière dont on les classe en biologie, c'est un gigantesque bordel. On en avait parlé dans le tout premier axe bio de la chaîne, je vous remets ça au cas où. Mais voilà, sachez juste que sur ce plan-là, truite, ça veut pas dire grand-chose. Et en l'occurrence, la truite arc-en-ciel est plus proche du saumon rouge du Pacifique que de notre bonne vieille truite commune, qui est d'ailleurs elle-même plus proche de notre saumon atlantique que de la truite arc-en-ciel. Vous suivez ? Non. Bon, j'admets que ça tient un peu de l'anecdote en l'occurrence, mais bon, si vous voulez briller en société, ça peut toujours servir. C'est slime. La truite arc-en-ciel est un poisson originaire de l'est des États-Unis et du Canada, et du nord-ouest de la Sibérie, dans la péninsule du Kamtchatka. Bref, les côtes du Pacifique Nord. Son élevage s'est développé vers la fin du 19e siècle, outre-Atlantique, notamment dans le but de limiter la surpêche de poissons sauvages. Fort d'un soutien logistique plutôt balèze, l'élevage se développe bien et le poisson s'exporte assez rapidement vers le Japon et la Nouvelle-Zélande dans un premier temps, avant de débarquer en Europe aux alentours de 1880. Si vous voulez plus de détails, on a écrit un article plus complet sur Truite et compagnie, je vous mets le lien dans les fiches et en description. Dans les années 50, le développement de la pêche sportive et l'hégémonie américaine qui s'étend depuis la fin de la guerre lui donne une nouvelle impulsion, si bien qu'on la trouve aujourd'hui dans une centaine de pays et qu'elle figure au rang des espèces de poissons les plus massivement élevées dans le monde. On la reconnaît du premier coup d'œil à sa bande allant du rose à l'orangé qui marque ses flancs de l'opercule à la queue. Le dos est d'une couleur olive qui se fond dégradée sur un corps blanc ou argenté. Elle est taillée comme un obus, marque caractéristique des poissons adaptés au fort courant, et sa robe est ornée de nombreux points noirs. Le museau est court, surplombant une bouche pleine de dents, qui s'ouvre jusqu'à l'arrière de l'œil.
Alors encore une fois, je le rappelle, mais les robes peuvent être très variables chez les poissons, et en particulier chez les salmonidés. Donc on peut trouver pas mal de variations, comme des poissons avec une bande rose plus ou moins discrète, des robes plus claires ou plus foncées, des points plus ou moins nets et marqués, etc. Et ça, encore, c'est juste chez nous, parce qu'aux États-Unis, les ichtyologues distinguent 6 sous-espèces, ou souches, ou lignées. Bref, en général, on a assez peu de chances de se tromper avec cette espèce, mais quand même. Comme la truite commune, elle va occuper des secteurs avec un courant plutôt marqué et dépendre assez fortement des températures et de l'oxygène dissous. Mais elle est quand même un peu plus tolérante à ce niveau, ce qui rend son élevage beaucoup plus simple et lui permet de survivre dans des milieux situés beaucoup plus en aval et même en étang. Niveau alimentation, ça reste très similaire à la truite commune. Elle va se nourrir essentiellement d'invertébrés terrestres et aquatiques et afficher un comportement carnassier plus ou moins marqué en fonction des conditions. En revanche, son comportement présente quand même quelques petites différences. Elle hésite beaucoup moins à se positionner pleine veine, même quand les eaux restent assez froides, et adopte régulièrement un comportement grégaire. C'est-à-dire, elle vit en groupe. Niveau reproduction, on est à nouveau assez proche de la truite commune. Elle va rechercher le même genre de frayère, des zones courantes, peu profondes, avec un substrat assez grossier pour pouvoir y enfouir ses œufs, à ceci près qu'elle va faire ça au printemps et non pas en hiver. Ceci dit, on n'est pas très concerné par la repro de la truite arc-en-ciel en France, mais ça on y revient plus tard. Et tout comme la truite commune, elle connaît une forme amphioline, c'est-à-dire migratrice avec une reproduction en eau douce et une croissance en mer, et même une forme lacustre. Ce sont les fameuses steelheads qui peuvent facilement dépasser le mètre et occupent les rêves humides de bon nombre de pêcheurs de salmonidés. Mais là où elle arrête de faire rêver beaucoup d'entre nous, c'est quand on parle de sa présence dans nos eaux. Certains la considèrent comme une bénédiction, d'autres y sont farouchement opposés, les arguments s'entrechoquent et les raisonnements divergent, enfin, quand il y en a, parce qu'il faut admettre qu'on lit quand même pas mal de conneries quand on se balade sur les réseaux. Alors, qui a raison? Qui a tort? Est-ce que quelqu'un a raison en fait? On peut lire sur internet, ou même dans la littérature scientifique, tout un tas de choses plus ou moins alarmistes sur la présence de la truite arc-en-ciel dans nos eaux. Elle figure même dans la liste des 100 pires espèces invasives au monde. Attila, le fléau de Dieu! Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Mais je vous arrête tout de suite, en ce qui nous concerne, ça veut pas dire grand chose. Parce que bon, c'est aussi le cas de la carpe du black bass, Mais fatalement, une espèce ne peut pas être considérée comme exotique partout, déjà, et puis ses impacts dépendent des milieux dans lesquels elle est introduite. Du coup, on va s'intéresser surtout à ce que ça donne chez nous, et éviter de s'alarmer comme des dindons sous cocaïne au premier titre putassier venu. Ah mais c'était pour ça la vignette en fait? Évidemment, histoire que, tu vois, les gens qui cliquent sur la vidéo, voilà, se rendent compte que les gros titres un peu putassiers comme ça sont en général à milieu de la réalité. Ah donc du coup c'était pas du putaclic? Mais pas du tout. Bref, le débat ne date pas d'hier. L'impact de la truite arc-en-ciel, on a commencé à s'interroger dessus en 1971, quand Hugh McCrimmon a fait un petit bilan des introductions de l'espèce dans le monde et commencé à évoquer un sérieux manque de recul quant à ses impacts potentiels. Et j'insiste bien sur potentiel, parce qu'à ce stade-là, comme McCrimmon l'a souligné, on n'avait aucun recul. Par la suite, les études se sont multipliées, et il y en a une trouzaine un peu partout dans le monde qui se sont penchées sur la question. Et quand on étudie l'impact d'une espèce de poisson introduite, on s'intéresse essentiellement à 3 facteurs. Le premier, c'est évidemment la prédation. On va alors chercher à observer si l'espèce introduite a tendance à un peu trop boulotter les espèces autochtones. Et surtout, on va essayer d'évaluer si cette pression est de nature à déséquilibrer l'écosystème ou à menacer une espèce en particulier. En ce qui concerne la truite, les chercheurs se sont intéressés à la prédation sur les invertébrés aquatiques, mais aussi sur les amphibiens, sur les œufs et les alevins d'autres espèces, etc. Le second facteur, c'est la compétition avec les espèces locales.
Alors on pense évidemment tout de suite à la concurrence alimentaire, à savoir est-ce que notre truite arc-en-ciel va laisser suffisamment à bouffer aux autres espèces pour qu'elles crèvent pas de faim. Mais on étudie aussi la concurrence aux frayères, puisque les lieux de reproduction sont souvent cantonnés à des surfaces restreintes, et la concurrence aux habitats, puisque c'est pareil, les postes convenant à une espèce sont généralement limités en nombre, et qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise du logement, même dans les rivières les plus paumées du pays. Et enfin, le troisième facteur, c'est celui de l'hybridation et de l'introgression génétique. Partez pas, je vous explique. L'hybridation, vous savez tous ce que c'est, je pense. C'est quand des poissons de deux espèces différentes ont des conditions de reproduction suffisamment proches en termes de lieu, de période et assez de proximité génétique pour que les ovules de l'une puissent être fécondés par la laitance de l'autre, et ainsi donner naissance à des individus valides. L'introgression génétique, pour faire très simple, c'est quand l'hybridation marche trop bien, quelles qu'en soient les raisons, et qu'une population de poissons autochtones disparaît progressivement en se faisant absorber, en quelque sorte, par l'espèce introduite. Mais bon, là, on va pas s'attarder là-dessus, parce que dans nos eaux, aucun poisson autochtone n'est capable de s'hybrider avec notre poisson du jour en milieu naturel. On n'est donc pas vraiment concerné par cette question, et franchement, faire le tour du monde prendrait beaucoup trop de temps. Pour les mêmes raisons de temps, on va pas vous faire tout un listing des études qui ont été faites, puis on n'a pas les moyens de fournir de l'aspirine à tous nos abonnés. Mais si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on peut distinguer deux grands cas de figure. Le premier, c'est l'introduction de l'espèce dans un milieu où il n'y a pas d'autres salmonidés autochtones, et le second, celui où, comme chez nous, il y en a. Le premier cas, on l'observe essentiellement dans l'hémisphère sud, où les salmonidés sont très peu représentés. Là, les scientifiques ont surtout étudié l'impact sur les populations locales de poissons ou d'invertébrés, avec des cascades parfois assez étonnantes et édifiantes. Ce qui pose question chez nous, c'est la question des interactions avec les populations de truites communes, qui elles sont natives. Et d'une manière générale, il est impossible de savoir quelle espèce prendra le dessus lorsque les deux cohabitent. Certains scientifiques ont observé en Europe des déclins dramatiques des populations de truites communes, conséquence de l'implantation, pourtant assez limitée en proportion, de truites arc-en-ciel. Ce genre de phénomènes ont pu être observés au Liechtenstein, en Autriche ou en Hongrie, avec des proportions pouvant passer de 1 arc pour 10 communes à 1 commune pour 10 arcs. Mais avant de vous ruer sur votre clavier pour écrire une lettre d'insulte à votre AAPPMA, regardons un peu les détails et surtout un détail de taille. Il n'y a que taille qui taille. Dans ces pays, la truite arc-en-ciel est capable de se reproduire. Et le phénomène qui a été observé, c'est que même si elle se reproduit plus tard que la truite commune, et ne la gêne donc pas directement, sa reproduction a un impact sur le succès de celle de la truite commune. Parce que les arcs vont quand même venir gratter les graviers et creuser des trous au même endroit pour y foutre leurs œufs, et par là même déterrer allègrement ceux des copines à point rouge, les condamnant à une mort certaine. Et chez nous, la reproduction de la truite arc-en-ciel reste très anecdotique et cantonnée à quelques rares cours d'eau où son efficacité n'est pas non plus incroyable et ne permet même pas l'installation de populations pérennes. Enfin, en métropole en tout cas. Mais on a pu constater une acclimatation notable dans plusieurs cours d'eau de l'île de la Réunion. Alors pourquoi des reproductions si peu efficaces chez nous ? Eh bien, certains chercheurs évoquent le fait que les cours d'eau français n'offrent tout simplement pas de bonnes conditions pour le développement des alevins, confrontés trop tôt à un stress hydrique assez hardcore, l'étiage et les hautes températures arrivant trop vite pour qu'ils puissent se développer. Donc en définitive, la truite arc-en-ciel en France ne semble pas représenter une menace particulière pour les populations de truites communes du point de vue de la reproduction. Et concernant la concurrence aux habitats et à l'alimentation, force est de constater qu'on manque cruellement d'études à ce sujet. Pour l'heure, il y en a 2, et leurs résultats se contredisent malgré des contextes et une méthodologie similaires. Vous admettrez que c'est un peu léger pour tirer des conclusions.
Mais on a quand même du recul sur des populations de truites arc-en-ciel installées depuis pas mal de temps qui n'ont pas particulièrement fait reculer celles de truites communes déjà présentes au moment de leur arrivée. Bon, mais sur les autres espèces, me direz-vous si votre esprit est affûté, votre curiosité insatiable, eh bien on peut supposer que l'introduction de la truite arc-en-ciel induit nécessairement une pression accrue sur des espèces de petits poissons, mais aussi d'invertébrés et d'amphibiens. Et ça, pour le coup, ça dépend pas tellement de la reproduction ou non de l'espèce, puisqu'on continue pas de leur balancer des granulés ad vitam une fois qu'elles ont été lâchées, il va bien falloir qu'elles trouvent un truc à se mettre sous la dent. Mais ça, c'est pas spécialement lié à l'espèce en particulier. À vrai dire, dès qu'on introduit une espèce dans un milieu, elle va fatalement finir par se mettre à bouffer. Et les salmonidés sont connus pour être particulièrement goulus et faire bobo à des écosystèmes sensibles. Mais voilà, chez nous c'est très peu documenté et les seules études concernent les lacs de haute montagne. Voilà, et le dernier facteur d'impact, dont on n'a pas encore parlé, c'est celui des pathogènes que la truite arc-en-ciel peut véhiculer. Là encore, c'est pas un cas particulier, c'est fréquent chez les animaux d'élevage du fait de leur promiscuité. Mais là, c'est un sujet à part et on y reviendra sans doute plus tard, donc encore une fois, abonnez-vous. Voilà, on a fait un peu le tour. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Déjà, on peut conclure que les introductions d'espèces exotiques, ça reste tout de même rarement une bonne idée, pour pas dire jamais. Les écosystèmes ont mis des dizaines de milliers d'années à trouver des équilibres tellement complexes qu'on n'a aucune foutre idée de comment ça fonctionne. On sait des trucs, mais ça reste malgré tout superficiel, et donc introduire une espèce revient de manière systématique à jouer aux apprentis sorciers, avec les conséquences parfois dramatiques qui vont avec, même si dans les faits, une part infime des espèces vont réellement poser problème. Et je dis pas ça seulement pour la truite arc-en-ciel, hein. On peut transposer ça au black bass, aux cendres, au pseudorasbora, au poisson-chat américain, à la perche soleil ou même à la carpe si on remonte un peu le temps, et j'en passe. Même à l'échelle d'un pays, on a fini par s'apercevoir qu'on avait fait des conneries avec nos espèces de brochets. Ça, je vous le mets dans les fiches aussi. Et pour revenir à la truite arc-en-ciel, ma foi, elle est là. Et on a un peu de recul. À part en haute montagne, ces introductions répétées ne semblent pas avoir les conséquences dramatiques qu'on a pu voir dans des pays assez proches. Certains diront que c'est parce que les individus lâchés sont supposément triploïdes, mais ça, on n'a aucun moyen de l'affirmer de manière sûre. Et c'est pour ça que je l'évoque que maintenant, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser ? Si nos rivières n'offrent pas les conditions pour une reproduction efficace de la truite arc-en-ciel, après tout, on s'en fout, non ? Eh bien, pas forcément. Parce que nous sommes au cœur d'un bouleversement de nos écosystèmes. Le dérèglement climatique et les aménagements galopants tout au long de nos cours d'eau les transforment jour après jour, eux et leurs équilibres. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, personne ne sait comment les choses vont évoluer. La raison scientifique imposerait la prudence et l'halieutisme semble vouloir continuer ainsi jusqu'à ce qu'un problème réel ne se pose. Où se situer dans tout ça ? On se pose une question sur une espèce et nous voilà avec une question d'ordre philosophique. Parce que la vraie question, c'est de savoir pourquoi on soutient encore et toujours des populations d'espèces exotiques dans nos milieux. C'est une porte d'entrée facile pour le débutant, diront les uns, mais cela ne nécessite pas d'en mettre de manière aussi étendue, diront les autres. Et si elle est certes plus facile à produire et à faire pousser que notre chère truite commune, est-ce que ce n'est pas là une solution de facilité ? Un idéal voudrait qu'on cherche, dans une dynamique patrimoniale, à favoriser la restauration de populations d'espèces autochtones. Mais la gestion patrimoniale, elle reste bien mise en avant par nos instances, et porte ses fruits sur le long terme. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Et cette autre chose, j'ai le sentiment que c'est une sorte de complexe que nous avons développé vis-à-vis de nos espèces dans un contexte d'hégémonie américaine apparu après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on veut faire comme les ricains, avoir du bass, de la truite arc-en-ciel et des area fishing. Mais tout ça pourquoi ? Pour faire comme les grands ? Le constat, en définitive, c'est que ça ne fait pas grandir la pêche française. Bien au contraire. Elle se place toute seule en comparaison avec une pêche américaine qui n'a rien de comparable.
Certains veulent faire de nos eaux des copies des eaux américaines, peuplées de ces espèces qu'on voit dans les plus grandes compétitions de pêche du monde, avec des prix à plusieurs millions de dollars, mais ils n'en construisent qu'un ersatz. Si on veut que la pêche grandisse, c'est à nous tous, pêcheurs, distributeurs de matériel et instances, d'y mettre les moyens. Les arcs et les basses, aux dernières nouvelles, ne chient toujours pas de billets verts pour fournir un prize pool à nos compétitions. Et ce n'est pas en changeant l'étiquette d'une bouteille de villageoise qu'on en fera un château Pétrus. Un bon vin, c'est un terroir. Et niveau terroir, pour la pêche, on est archi bien servi. On a le réseau hydrographique le plus diversifié d'Europe, et du coup une diversité d'espèces assez vertigineuse pour un pays aussi petit, par comparaison avec les États-Unis qui nous font tant rêver. Et des poissons de sport, n'en déplaise aux équipementiers, on en a. On n'a vraiment pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a tellement de choses à découvrir, pour peu qu'on prenne le temps de s'y intéresser, mais on se laisse prendre au jeu dangereux de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. La nôtre, pourtant, a de bonnes graines, mais elle ne poussera que si on l'arrose. Alors pensez-y. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a tout ça, là, et les liens sont en description. Encore une fois, pensez à vous abonner et à activer la cloche, sinon on vient lâcher une des 100 pires espèces invasives du monde sur votre spot favori. Et on vous dit pas laquelle. Et si vous voulez en savoir plus sur la truite commune et ses 3 formes, ça se passe là. On se retrouve là-bas, et sur ce, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine!